J'ai appris que vous avez ouvert le concours aux institutions d'enseignement supérieur. C'est-à-dire que pour enseigner à l'université, Madame la ministre a jugé nécessaire à ce que certains docteurs soient recrutés. Donc le concours les concerne. Comment vous allez les évaluer? C'est dans cette loi? Non, ce n'est pas dans cette loi. Je parle sur l'environnement le ministre de la fonction publique. Non, je vais vous dire, non. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Le ministre de la fonction publique, lors de son passage de la fois dernière sur la télévision nationale, il a été très clair. À l'enseignement supérieur, les anciens chercheurs sont recrutés sur dossier. Non, écoutez. Suivez-moi très bien. Ils sont recrutés sur dossier. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire pour améliorer la qualité de nos institutions d'enseignement supérieur? On emmène tout le monde vers, n'est-ce pas, le doctorat. On ne peut plus venir enseigner à l'enseignement supérieur quelqu'un qui n'a pas son doctorat. Ce qui fait, nous qui sommes, n'est-ce pas, même dans le système, on se bat à tout prix pour qu'on puisse bénéficier, n'est-ce pas, de notre doctorat. C'est ce qui est requis et qui est normal, n'est-ce pas, au niveau des institutions d'enseignement supérieur. C'est seulement, n'est-ce pas, chez nous ici, vous voyez des choses de cette manière. Alors, lorsque vous avez votre doctorat, suivez-moi, lorsque vous avez votre doctorat, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'aller concourir au même titre que les autres. Vous envoyez vos dossiers, on examine, et désormais, les gens seront recrutés, n'est-ce pas, sur poste. Par exemple, à Sophonia, nous sommes au département des lettres, on a besoin d'un professeur de littérature africaine. On est d'accord, non? On lance un appel à candidature. Si suivez-moi très bien. Oui. On lance un appel à candidature. Le département lance un appel à candidature. Ceux qui se sentent concernés, n'est-ce pas, par ce poste, ils soumettent, n'est-ce pas, leur dossier, on examine et on soumet, n'est-ce pas, à l'appréciation, n'est-ce pas, du CA. Lorsque comme on appelle celui qui sera recruté, c'est ce dernier. Vous savez, je voudrais une précision. Oui, je voudrais que je finisse d'abord. Oui, la fonction publique a été claire. Pour ceux qui veulent enseigner dans nos institutions, doivent postuler. C'est très clair. Au même titre que les autres. Ce que je veux savoir maintenant. Oui. La question est de savoir, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser l'ancienne méthode? C'est-à-dire qu'on vient à l'université exprime ses besoins et Madame la ministre peut agir par rapport à ça. Mais quand vous dites que les enseignants-chercheurs, les doctorants ou bien les docteurs doivent déposer leur candidature avant d'aller enseigner dans les universités. Non, vous n'avez pas compris. Mais c'est ce qui a été dit. Non, je suis très clair. Mais c'est ce qui a été dit. Permettez-moi. C'est ce qui a été dit. Regardez bien. Mais c'est ce qui existe actuellement. Non, les gens sont en train de postuler. Moi, je connais combien de personnes qui ont postulé. Écoutez, les gens qui postulent, n'est-ce pas, pour ce concours, c'est leur droit, on n'exclut pas. Nous savons à l'enseignement supérieur. Ouvert exclusivement. Suivez bien, à l'enseignement supérieur. Attendez, à l'enseignement supérieur. Regardez, le concours qui est ouvert à l'enseignement supérieur, ça ne concerne pas, n'est-ce pas, ceux qui doivent venir, n'est-ce pas, enseigner. À l'enseignement supérieur, vous avez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des assistants et autres, qui sont des secrétaires et autres là. Ils ont parlé du doctorat. Suivez, ceux qui ont le doctorat, tous ceux qui ont le doctorat. Alors oui, nous sommes aujourd'hui, nous avons déjà fait, n'est-ce pas, notre liste de recrutement. Lorsqu'on a lancé, n'est-ce pas, la grève, on a demandé, n'est-ce pas, l'engagement des homologues. Dans cet engagement, n'est-ce pas, des homologues, il y a des docteurs, il y a des non-docteurs, et parce qu'on veut finir aujourd'hui, n'est-ce pas, avec le concept d'homologue dans les institutions d'enseignement supérieur. Lorsque ceux-là seront recrutés, on ne parlera plus maintenant, n'est-ce pas, d'homologue dans les universités. Si vous avez besoin maintenant d'être recruté à l'université, il faudrait que, n'est-ce pas, le département qui reçoit l'enseignant exprime un besoin. Mais tel n'est pas le cas. J'ai dit maintenant, désormais. Regardez, on est en train de changer. Au regard quand même de l'article 20 du statut qui traite des modes de recrutement. Oui. Voilà. C'est pourquoi nous sommes opposés. Non, vous ne pouvez pas être opposé à ça parce que dans la mesure où pour tout nous sommes opposés à quoi? Au communiqué du ministère de la fonction publique. Non, ça n'engage que, n'est-ce pas, le ministre de la fonction publique. Je ne peux pas me prononcer sur ça parce que lui, c'est son département. Mais je parle. Écoutez, moi je parle de ce qui concerne l'enseignement supérieur. Ce qui est, n'est-ce pas, le ministère de la fonction publique. Je ne me prononce pas et je ne peux pas l'apprécier. Je voudrais quand même continuer avec mes observations. Oui. Vous tenez mordicus que ce statut s'applique à la fois aux institutions d'enseignement public et privé. Oui. Sauf que plus loin, lorsqu'on parle un peu de l'organisation du fonctionnement des EPS aujourd'hui, on parle en termes d'organes, on parle du conseil d'administration. Bien sûr. Mais qui est mis en place par décret. Est-ce que le président va prendre un décret, par exemple, pour ce qui est de la composition de la mise en place du conseil d'administration de l'université Kofi Annan? Toute institution. En tout cas, je reste encore sur ma fin, mais je vais continuer avec mes questions. L'article 20, qui traite des modes de recrutement. À la page. Bon, je n'ai pas la page. L'article 20. Oui. Voilà, qui traite des modes de recrutement. Oui. Au niveau des EPS. Il y a quand même une observation que j'ai pu... Catégorie de personnel enseignant. Voilà, j'ai quand même une observation que j'ai pu relever à ce niveau. Oui. Il y a par exemple les enseignants qui sont recrutés sur la base d'un concours. Voilà, donc des fonctionnaires. Il y a des contractuels, qu'ils soient permanents ou temporaires. Mais de façon exceptionnelle, il est dit qu'on peut recruter un enseignant
sur la base du code du travail. Hein. Donc les relations qui vont lier cette personne à l'établissement seront des relations privées, donc régies par le code du travail. Alors, à ce niveau, le contentieux qui pourrait suivre, parce que lorsque l'administration porte son manteau de prérogative de puissance publique, de personne publique, et se comporte comme une personne privée, en ce moment, naturellement, le contentieux qui naît est connu par le juge privé. Est-ce qu'il n'était pas mieux, par exemple, d'inviter la notion de fonction publique de métier en établissant, parce que j'ai comme l'impression que vous avez beaucoup plus tenu compte de la question de la fonction publique de carrière et mettre de côté la notion de la fonction publique de métier, pendant que cela pourrait plus couvrir les EPS. Je vous concerne, n'est-ce pas, ce que vous venez de dire, mais ce qui reste clair, au niveau, n'est-ce pas, des universités, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, je veux dire, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des contractuels. Il y a des gens qui viennent, n'est-ce pas, enseigner, ils ne veulent pas être, n'est-ce pas, à la fonction publique, ils veulent être, n'est-ce pas, contractuels. Quand vous venez, vous signez, n'est-ce pas, le contrat. Et dès que vous signez, permettez-moi, dès que vous signez le contrat, de cette manière, vous rentrez, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, du code de travail. D'accord, non? C'est ce qui va être, n'est-ce pas, appliqué à vous. Et ceux qui veulent faire carrière, n'est-ce pas, au niveau de l'enseignement supérieur, ils vont demander aujourd'hui, n'est-ce pas, à être engagés. J'ai comme l'impression que je vous inviterai à davantage lire l'article 20. Je l'ai sous mes yeux. Il est clair, oui. Je l'ai sous mes yeux. Si on peut le lire. Et oui, le personnel des établissements publics à caractère scientifique est constitué de fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique. Des agents publics, oui. On est d'accord, non? Effectivement. Très bien. De contractuels. Contractuels. Ça sont des contractuels d'État. C'est ce que je veux vous dire. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, à l'enseignement supérieur, il y a des gens qui ne veulent pas être, n'est-ce pas, agents de la fonction publique. Ils veulent seulement être, n'est-ce pas, contractuels. Non, attention. Permettez-moi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Si vous ne me permettez pas, vous ne pourrez pas comprendre. On va s'entraider pour que l'opinion puisse nous comprendre. Les agents publics, l'agent public, soit il est fonctionnaire ou contractuel d'État. Regardez bien, quand on parle de contractuel d'État, regardez bien, ici, on dit public, de contractuel et agent de l'État régi par le code de travail. On est d'accord, non? Il régit par le code de travail, c'est clair là-dessus. Quand tu veux être, n'est-ce pas, comment on appelle ça, contractuel de l'État, les contracteurs de l'État sont payés par bulletin. C'est les bulletins qu'on leur donne. Mais ceux qui ne veulent pas avoir même les bulletins, comment on appelle ça? On ne peut pas les payer par ça. C'est des contracteurs, n'est-ce pas, qui sont régis par le code de travail. C'est clair à l'article 20 ici. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, à l'enseignement supérieur, la porte n'est pas fermée. Oui. Tu peux venir, n'est-ce pas, être agent de l'État. Comme tu peux venir en tant que contracteur, tu fais ta prestation, on te paye en fonction de ce que tu as fait. Et puis, tu vas vaguer à autres activités. Donc, là, il n'y a pas d'amalgame, n'est-ce pas, par rapport. Je peux vous passer, n'est-ce pas, c'est la loi qui est en face de moi. Oui, c'est pourquoi, M. Yansani. Oui. Et je pense que sa question est très importante, puisque il veut savoir, est-ce que maintenant, là, on va parler des homologués, des vacataires et des contractuels, après la signature de statut. Parce que ces trois catégories-là... Non, permettez-moi parler. Écoutez seulement ce que je veux dire. Parce qu'on ne parle pas seulement pour nous-mêmes, nous parlons pour d'autres personnes. Oui, on pourrait éclairer la lanterne, n'est-ce pas, des uns et des autres. Je pense qu'on est dans ce cadre-là. Oui, je suis d'accord, mais il y a des homologués, il y a des vacataires et il y a des contractuels. Maintenant, là, qu'est-ce que nous retenons? Nous sommes valés. Oui. Cette loi vient d'être promulguée. Elle rentre maintenant en vigueur. Et avant que cette loi ne soit, n'est-ce pas, promulguée, on avait des anciennes habitudes. D'accord? Je vous ai dit, et de façon claire, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en phase de recrutement d'un certain nombre d'enseignants qui se réclamaient, n'est-ce pas, homologues, qui se réclamaient, n'est-ce pas, vacataires, qui se réclamaient par-ci, par-là. Sinon, à vrai dire, le terme homologue n'existe nulle part. Dans le statut et vacataire. Et vacataire, ça n'existe nulle part au niveau de l'enseignement supérieur. Mais c'est des fabrications que nous avons eu à faire et on a entretenu jusqu'à maintenant. La loi vient justement pour éclairer, comment on appelle ça, pour éclairer, n'est-ce pas, ces aspects. Ce qui fait, tous ceux qui seront, cette vague-là, lorsqu'elle sera engagée, on n'entendra plus dans les institutions d'enseignement supérieur maintenant, homologues, vacataires et autres. Soit tu es agent de l'État ou bien tu es contractuel. Donc la situation est claire, la loi vient justement pour régulariser tout ce qui était, n'est-ce pas, flou avant aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, l'avantage, n'est-ce pas, de cette loi, c'est pour nous permettre ici, n'est-ce pas, de s'inscrire, n'est-ce pas, dans la norme, afin qu'on puisse nous il y a beaucoup de flou que cette loi en résumé, les flous dont vous pouvez penser, tout sera éclairé, n'est-ce pas, par des arrêtés qui viendront, n'est-ce pas, pour pouvoir accompagner cette loi. Oui, en résumé, oui, il serait important, parce que c'est ce qui devrait se faire, c'est que le statut particulier des institutions d'enseignement supérieur et des enseignants-chercheurs. Il fallait prévoir, n'est-ce pas, le statut particulier des enseignants-chercheurs
dans ce statut, mais le statut qu'on a, c'était un statut qui porte sur les institutions d'enseignement supérieur. Ce statut ne concerne pas mais justement, un seul point. Monsieur vous avez dit un seul point, je suis d'accord avec vous. Oui. Parce que vous avez parlé de la liberté des enseignants-chercheurs. Le seul point que je peux retenir dans ce statut, c'est ça. Je donne juste un exemple. Vous savez, moi, on avait porté plainte contre moi par rapport à une réflexion relative, n'est-ce pas, aux organisations des examens. Mais avec ce statut-là, si ce statut était promulgué, je pense que pouvait me protéger contre cette plainte. Parce que ce que j'ai fait, c'était une réflexion. En tant qu'enseignant-chercheur, n'est-ce pas, je pouvais être protégé par le statut. À ce niveau, je suis d'accord. Mais il n'y a autre point maintenant qui porte sur l'amélioration des conditions de vie et de travail. Mais il y a beaucoup d'avantages. Écoutez bien, je vous dis, M. Fali, je voudrais qu'on se comprenne. Je voudrais qu'on se comprenne. Et regardez bien, au jour d'aujourd'hui, ce que nous avons ici, c'est un statut qui, comment on appelle ça, qui vient normaliser l'aspect juridique des institutions. Nous sommes dans le combat. Parce que ce n'est pas le, comment on appelle ça, c'est pas le seul combat. Et ça doit être, n'est-ce pas, de manière perpétuelle. Nous sommes en train de nous battre pour que vraiment, en tant qu'enseignant, tout ce qui te concerne, n'est-ce pas, qu'on puisse mettre ça aussi dans une autre rubrique et qui vienne, n'est-ce pas, éclairer la lanterne des uns et des autres. Mais la priorité des priorités, c'était d'effacer, n'est-ce pas, la confusion qui tournait autour, n'est-ce pas, de l'aspect juridique des institutions d'enseignement supérieur. Mais une fois que, non, écoutez, une fois que ces confusions-là, n'est-ce pas, soient terminées, on revient maintenant, n'est-ce pas, sur le personnel enseignant. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'avantage, n'est-ce pas, pécunier, on est en train de prendre, n'est-ce pas, un arrêté conjoint qui vient, n'est-ce pas, normaliser. Cela ne s'est jamais passé à la République de Guinée d'entendre si Yoro avait tenté, mais il n'avait pas pu aboutir parce que à l'enseignement supérieur, il y a 4 grades, 4 catégories. Les 4 grades là, il n'a pris que 3, il a laissé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le 4e. Et c'est là, comment on appelle ça, les anciens ont dit non, tel que c'est écrit, n'est-ce pas, dans le décret, il faut que ça soit respecté. Il y a comme on avait 4 catégories, toutes les catégories là devraient, n'est-ce pas, bénéficier. Au jour d'aujourd'hui, l'arrêté conjoint que nous sommes en train de prendre, comme on appelle ce que le ministère est en train, n'est-ce pas, de prendre, cet arrêté donne la possibilité et à l'assistant, maître de conférence et professeur d'être, n'est-ce pas, dans une situation confortable, d'accord, et qui va leur permettre aujourd'hui, n'est-ce pas, de se reconnaître en tant qu'enseignant, n'est-ce pas, du supérieur. Et ça devient, la profession devient, n'est-ce pas, cette fois-ci, attrayant. Et aujourd'hui, tout le monde veut chercher, n'est-ce pas, à aller à l'enseignement supérieur parce que ce que nous voyons, quelqu'un qui a par exemple, n'est-ce pas, payé à 4 millions, si on te donne, n'est-ce pas, comme prime de grade en tant que simple assistant, on te donne 5 millions. 5 millions plus, n'est-ce pas, 4 millions, ça peut te faire au moins 9 millions. Et puis ça devient, n'est-ce pas, alléchant.